Bon début de semaine à vous tous qui aimez et suivez ce magazine kiosque. Merci de nous rester fidèles. Alors, nous allons débattre, analyser, commenter sur l'actualité du jour en République démocratique du Congo avec deux invités ce matin. Walter Houye face à Pascal Onge. Alors, sujet retenu, ces jours, nous parlerons tout d'abord de l'opération Ndobo, amené en français, qui consiste à traquer les bandits urbains communément appelés Kuduna. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Est-ce que c'est efficace pour exterminer ces phénomènes? Nous allons parler avec nos invités. Et puis, toujours par rapport à cette opération, le ministre de la Justice a indiqué que la peine de mort sera appliquée pour tous les condamnés à mort. Voilà, nous allons prendre sous ce contour de cette opération avec nos invités. Entre-temps, le chef de l'État va s'adresser mercredi, devant la Chambre basse du Parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'est un discours bilan qui nécessite pas un débat. On va également évoquer le sujet avec nos invités. À Ginval, on parlera du rapprochement entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu pour contrer le projet des révisions au changement de la Constitution. Quelles sont les analyses de nos invités par rapport à cette rencontre? Nous allons en parler. Et la position de l'AFDC sur la question de la Constitution. L'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui se penchera là-dessus. Nous allons parler de ces positions des membres de l'Union sacrée quant à cette question de la révision de la Constitution. À l'Assemblée nationale, il y a une plénière prévue aujourd'hui pour examiner la motion de défiance contre le ministre des ITPR. Entre-temps, un député national, Willy Michiki, puisque de celui qu'il s'agit, a lancé une initiative d'une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il accuse notamment de violation des articles 235 et 64 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Encore une fois, merci de nous suivre. Walter Houye, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et mes salutations aussi aux téléspectateurs de CCTV et puis aux auditeurs de la radio Liberté Kinshasa. Merci de votre invitation. Pascal Onge, bienvenue, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour Walter, bonjour à nos différents téléspectateurs. Merci pour l'invitation, lundi respecté. Mais je pensais fixer un peu l'opinion parce que d'abord, en rapport avec la question que vous avez alignée de Willy Michiki, je l'ai suivi sur Top Congo, il déchirait le mémo ou la pétition, oui, simplement parce qu'il considère que déjà aujourd'hui, on a aligné le débat sur l'appréciation du travail du ministre des Infrastructures. Il avait dit, on a entendu depuis longtemps, si on n'avait pas aligné, alors cette pétition aurait des sens contre le bureau, donc précisément ici, contre le président de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, forme de pression, oui, en même temps, Gisèle, il est aussi important à ce jour. J'ai tenu fixer l'opinion quant à ces. J'ai suivi les réactions de Monseigneur Cholet, comme qui raconte Jean-Pierre Bemba dans ce qu'il avait dit, où Jean-Pierre a dit que chaque diocèse à travers le pays, je crois que nous avons 47 diocèses, a reçu au moins 1 million de dollars américains pour les œuvres utiles, pour les œuvres de la société, l'argent de l'État, bien entendu. Et vous allez vous en souvenir, sur ce plateau, à l'époque, je vous parlais de 300 000 dollars par diocèse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Chaque diocèse bénéficie à son temps 300 000 dollars américains. Mais je suis Cholet. Cholet dit Jean-Pierre Bemba a menti. Nous n'avons pas reçu 1 million, mais nous avons reçu 300 fois 2. Parce qu'il y a eu 2 paliers. 300, au moins chaque diocèse a reçu 600 000 dollars américains. Est-ce que ça s'appelle contradiction ou confirmation des propos de Jean-Pierre Bemba? Je considère que Cholet confirme effectivement que Jean-Pierre Bemba a raison. Nous avons reçu 600 000 dollars par diocèse. Mais posez-vous la question. C'est là où j'ai senti, même lorsqu'il échangeait avec notre confrère Christian de Sakweno, Cholet n'est pas très cohérent, comme qui hésitait, comme qui parlait avec panique et tout ça. La fondamentale question, c'est de savoir de cet argent, qu'est-ce que les diocèses ont fait pour leurs fidèles, pour leur communauté. Ça pose problème.
Deuxième question, pourquoi n'avoir pas informé aux fidèles depuis tous ces temps que nous avons reçu un tel montant de la part de l'État? Troisième question, pourquoi n'avoir pas dit aux fidèles, si réellement que vous aviez réalisé les œuvres, dire que les œuvres ici que nous avons réalisées, c'est grâce à l'État qui nous avait donné l'argent? Pourquoi ne pas donner de telles informations? Mais le contraire, on fait toujours voir aux fidèles et aux autres que l'État ne fait rien. Or, l'État travaille avec les particuliers. Parmi les particuliers, on peut citer aussi l'Église catholique. Lorsqu'on vous donne l'argent pour la réalisation des œuvres, vous ne faites pas. Ça s'appelle alors comment? Mais vous êtes les premiers à conseiller aux autres, ou conseiller les autres. Mais vous-même, vous n'êtes pas à mesure de rationaliser ce qu'on vous donne en termes d'argent pour l'intérêt de la communauté. Et donc, substantiellement, je veux dire ici, comme je le dis, Jean-Pierre Bemba n'a pas menti. Jean-Pierre Bemba n'a su que dire la vérité. Une vérité confirmée par Monseigneur Cholet, qui est le porte-parole de la SENCO, qui dit que le diocèse a reçu pas 1 million, mais jusqu'ici c'est 600 000 $ américains. Ils ont quand même beaucoup d'argent. Ils ont reçu. Ils reconnaissent ça, ils ont reçu. Ah, vous devez être une mise au point, c'est-à-dire que si Bemba n'avait pas dénoncé, c'est ce que vous voulez dire, hein, l'Église catholique n'allait pas aussi dire à ses fidèles qu'elle avait perçu quelque chose du gouvernement. Parce que les fidèles jusqu'ici n'étaient pas informés. C'est Bemba qui les a... Et d'ailleurs, il y a un diocèse, quelque part là, vers le Nord Kivu, je crois, qui interpelle les évêques de savoir qu'est-ce qu'on en a fait du montant reçu. On veut savoir parce que dans le diocèse, on ne voit rien. Mais alors que le diocèse a reçu 600 000 $ américains, qu'est-ce qu'on en a fait de cet argent? Les fidèles interpellent l'évêque. Et beaucoup d'évêques à travers les différents diocèses. Je profite, moi je suis du diocèse de Kolé, je pose aussi la question à mon évêque. Vous avez reçu 600 000, qu'est-ce que vous aviez fait de cet argent? Oh, vous n'avez rien vu là-bas? Non, moi je pose la question. Mais il faut aller vérifier, non? Mais je profite à travers votre plateau, votre micro, je pose la question à mon évêque, parce que tout le monde a reçu 600 000. Je suppose que mon évêque également a reçu 600 000. Il peut dire à ses fidèles, même si je ne suis pas sur place, de cet argent, nous avons fait ça. C'est toujours important. Parce que ce n'était pas l'argent de l'évêque. Donc Pascal veut voir ce qu'on a fait des 600 000 dans son diocèse. C'est quoi votre diocèse? C'est dans quel territoire? Sur le territoire d'École, le diocèse d'École, dans la jolie province du Sankuru. Qu'est-ce qu'on a fait des 600 000 du diocèse d'École? Ah oui, exactement. Ah, là, l'abbé va répondre. Hein. C'est l'évêque qui doit répondre. Un mot par rapport à ça. C'est l'évêque qui doit répondre. Un mot parce que l'argent, selon, excusez mon frère, l'argent, selon Monseigneur Cholet, on l'envoyait directement au diocèse. Okay. Ça veut dire que c'est les évêques qui recevaient cet argent. Ah, peut-être aussi lui n'a pas l'information. Hein. Alors maintenant, l'évêque, tu as reçu l'argent, mais tu dois savoir justifier. La première des choses, c'est informer aux fidèles, même à travers l'homélie. Bon, nous avons reçu autant d'argent, nous allons faire ça. Même les prêtres ne sont même pas informés. Vous savez, dans mon diocèse, par exemple, les prêtres souffrent terriblement. Très sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a mes gestions. Qui gèrent? Ce n'est pas les évêques. Donc on doit vraiment contrôler ces évêques-là. Bon, je m'arrête là. Walter, vous avez un commentaire à émettre par rapport à ça? Un commentaire, bon. C'est 1 million qui est prévu pour chaque diocèse. Ils ont reçu 600 000. Mais Bemba dit qu'ils ont reçu 1 million. C'est déjà faux. Donc, ils n'ont pas reçu 1 million, ils ont reçu 600 000, ils reconnaissent. Quelque part, l'abbé Cholet dit que certains diocèses même préfinançaient les œuvres prévues, réalisées, disons, prévues de ce projet. Comme Beaume, il a dit qu'ils avaient acheté du matériel médical qui coûtait plus cher qu'eux, qui vont aller au-delà d'1 million. Ils ont déjà dépensé plus d'1 million. Ils attendent. Quand l'État va donner, ils vont payer. Il prend un autre témoin qui est l'abbé Théo Chilumba, conseiller en charge de questions religieuses du chef de l'État, qui a participé à plusieurs réunions et rapports quand il faisait l'évaluation. Il appelle même Monseigneur Cholet, Jeff, en cas de nécessité ou de doute, d'aller contrôler. Parce qu'il dit, nous avons tiré les oreilles de tout le monde, c'est son maître. Disons, ils avaient averti, il le dit clairement, tous ceux qui percevaient ces fonds que la Sénégal ne couvrait personne en cas de malversation. Ça, c'était avant la réaction ou la mise au point qu'il a faite par rapport à Jean-Pierre Bemba. Et il a emballé plusieurs dossiers, entre autres les Russes, qui
pirater le fichier électoral. Jean-Pierre Bemba avait accusé... ça n'a rien à voir avec... Jean-Pierre Bemba avait accusé l'Église catholique ou les organisations religieuses qui devraient veiller ou suivre le processus électoral d'être de mèche avec des Russes pour pirater le fichier. Jusqu'à ce jour, Jean-Pierre Bemba n'a jamais apporté la moindre preuve. Autre élément, il parle de la visite en prison. Monseigneur Cholet a pris Eve Bazaïba pour témoin, pour le contredire si lui, Monseigneur Cholet, ou l'Église catholique n'ont pas visité Jean-Pierre Bemba en prison. Donc, il met Jean-Pierre Bemba en prison. Séance tenante pendant l'émission, Christian Lusako nous dit que Jean-Pierre Bemba lui a envoyé un message pour dire que c'est faux. Monseigneur Cholet est étonné. Il dit, je prends à témoin Madame Eve Bazaïba, Ramazani Baya, paix à son âme. Je connais même, je peux même décrire sa cellule et toutes les barres. C'est pour dire que alors, on a voulu trop politiser, on a voulu trop mêler l'Église à la politique. Mais moi, j'ai toujours dit, mais après tout, ce sont des Congolais. C'est tout à fait normal qu'ils ouvrent l'œil, qu'ils grattent s'agissant de la question de l'État. Pourquoi, quand les gens sont au pouvoir, ils ne veulent pas être contrôlés? C'est ça la vraie question. Quand on vous contrôle, vous taxez les uns, ceux qui vous contrôlent de tous les mondes. Je crois que c'est une très mauvaise façon de faire de la politique. L'Église a critiqué la gestion sous Mobutu. Le cardinal Malula est parti en exil. L'Église a critiqué la gestion sous Kabila. On a vu les services de sécurité gazer les gens devant les églises et même dans les églises. Jean-Pierre Bemba était à l'opposition. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il s'en prend à l'église. Catholique qu'il est. C'est ce qui étonne Monseigneur Cholet. C'est pour dire que le gestionnaire celui qui gère l'État, doit accepter de rendre compte à la population ou à toutes les personnes qui le lui demandent, surtout s'ils sont congolais. En quoi est-ce que c'est mal? Et l'Église qui reçoit l'argent de l'État doit aussi rendre compte à l'État auprès de qui elle a reçu l'Église. Parce qu'on doit le préciser, ce n'était pas un don du président de la République. C'est l'argent du contribuable congolais. La personne à qui nous avons donné mandat a demandé ou a instruit au gouvernement de donner l'argent au diocèse. D'ailleurs, Monseigneur Cholet l'a dit, c'est sur base de l'expérience de l'Église en matière d'œuvres sociales. Je ne dis pas qu'il y a des saints, je ne dis pas que dans les diocèses on ne vole pas. Il y a des détournements au sein de l'Église parce que ce sont des gens faillibles comme nous. D'où la nécessité de contrôler. On peut contrôler sans les jeter en pâture. Autant l'Église s'en prend à la gestion ou la bonne ou mauvaise gouvernance sans jeter les acteurs politiques en pâture. Il faut un peu de modération dans la façon de remonter les bretelles des politiciens en robe, comme il a dit. Et je pense que... S'il faut paraphraser les mots de Pascal Ouangé, c'est-à-dire que l'Église, quel que soit le montant ou quelle que soit la façon dont l'argent leur est parvenu, l'Église a perçu l'argent et il est fallu l'intervention de Jean-Pierre Bemba pour que l'Église accepte qu'elle a quand même reçu l'argent. Non, Madame Gisèle. Si Bemba n'avait pas parlé de ça, ça aurait été un secret que l'Église a quand même perçu de l'argent. Je suis chrétien catholique, j'ai étudié dans un séminaire petit et grand, comme Pascal Ouangé. Quand l'Église construit des écoles, est-ce qu'elle vient communiquer à la RTNC pour dire qu'on a construit tel hôpital dans tel milieu? Non. Sur les 47 diocèses, c'est seulement Kinshasa, d'ailleurs il le dit, qui avait refusé de prendre pour certaines raisons. Quand Saint-Joseph équipe, quand le diocèse de Kinshasa équipe l'hôpital Saint-Joseph, vous voyez la publicité ou le battage médiatique, on a acheté tel matériel pour l'hôpital Saint-Joseph. Comme quand on le fait pour Mamayemo ou Ngalema, quand on envoie l'équipement à Bondeko, vous entendez le diocèse de Kinshasa faire autant de bruit s'agissant de l'équipement. Non, l'Église ne communique pas comme les politiciens. L'Église d'ailleurs reçoit, Monseigneur Cholet l'a dit, plusieurs dons, des legs et différents appuis, aussi bien matériels en termes financiers que matériels, des différentes organisations étatiques où, moi quand j'étais au petit séminaire, on avait des Allemands qui nous finançaient, mais
on ne passe pas à la télévision pour dire qu'on a reçu autant de telle ONG, de telle organisation. L'Église ne fonctionne pas comme ça. Quand même, on reconnaît quand même, mais il le dit, d'ailleurs, dans la mise au point, il commence par remercier le président de la République. Okay. Il l'avait fait avant. Et d'ailleurs, il le dit même à chaque fois qu'il se voit avec l'abbé Théo Chilumba pour faire des évaluations. Il répète ça. Que nous, en tout cas, c'est un ouf. Et nous souhaitons que l'État continue dans cet élan. Et ça ne nécessite pas de venir chaque jour à la télévision dire que nous avons reçu 1 million de Tshisekedi. Non. Je crois que l'Église, ce n'est pas la vocation de fermer cette parenthèse. C'est très important. C'est comme ça que la contradiction aurait été. Jean-Pierre Bemba dit chaque diocèse a reçu 1 million. Et Abbé Chollet vient, il dit les diocèses n'ont reçu rien de l'État. Et là, on dirait Jean-Pierre Bemba a menti. La différence des chiffres. Le problème ne se pose pas à son niveau. Le problème, c'est est-ce que vous avez reçu l'argent, oui ou non? Oui. C'est que Jean-Pierre Bemba n'a pas menti. Seulement les chiffres. Sur le plan de la logique, on ne peut pas dire qu'il a menti, parce que, en substance, les diocèses reconnaissent avoir reçu de l'État 600 000 chaque diocèse. Même s'il a parlé d'1 million, mais lorsque vous avez reçu 600, ce n'est pas un mensonge. Voyez-vous? Vous confirmez par contre ces propos parce que le problème c'est dans la réception de l'argent. Aviez-vous reçu l'argent de l'État? Oui ou non? Oui. Donc, il n'y a pas de débat. Deuxièmement, non, on ne mêle pas l'Église en politique. C'est l'Église qui s'invite à travers les discours. Vous savez, Walter a très bien dit, nous sommes tous passés par les petits, grands, ainsi de suite, tels que nous sommes. On est jusqu'aujourd'hui les chrétiens catholiques. Ce sont nos pères spirituels. Les évêques sont des gens avec qui nous avions aussi passé des moments. Les prêtres, ainsi de suite. Je ne parlais pas longtemps ici des prêtres, mes amis de la promotion. De mon diocèse, dans des conditions très difficiles, très pénibles. Est-ce qu'on en parle? Pourquoi ils sont dans ces conditions? Pourquoi? Parce que la gestion n'est pas saine. Qui gère le diocèse? C'est le prêtre. Alors, nous, fidèles, nous ne pouvons pas aussi apprécier la gestion de l'évêque dans le diocèse. Seulement l'évêque qui peut apprécier si moi, aujourd'hui, j'ai une fonction de l'État, je gère, l'évêque doit apprécier ce que moi je fais, mais moi, en tant que fidèle, je ne peux pas apprécier ce que l'évêque fait dans le diocèse où je constate que les prêtres ne sont pas considérés. Donc, on doit s'accepter. Mais, c'est comme ça que je dis, c'est l'Église qui s'invite en politique. Regardez même la manière des homélies. Je ne refuse pas. Ce sont des gens qui ont fait la philosophie, la théologie, souvent c'est une crème intellectuelle. Je l'ai toujours dit. Le combat a commencé depuis Maloula, ainsi de suite. Ça c'est vrai. Mais quand vous prenez les différents discours de Maloula lors de l'homélie, vous prenez des Tchaou dans les homélies, même Mosengo dans les homélies, vous n'allez pas comparer aujourd'hui. Vous verrez que sur 10 minutes, on ne cite le nom de Jésus qu'à peine 1 minute, tout le reste est là, c'est des actions politiques. Non. Bon, Pascal. Mais Maloula et Tchaou, dont vous citez là aussi, n'étaient pas en odeur de sincérité avec les présidents de l'époque. On l'a même poussé à l'exil. Ça, je connais comment ça s'est passé. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pour autant que nous devons aujourd'hui avoir des discours plus violents parce que simplement, nous devons imiter ce qui a été hier. Il faut savoir aussi modérer. Et troisièmement, pourquoi on ne veut pas qu'on soit contrôlé? Oui, pourquoi on ne peut pas vouloir qu'on soit contrôlé? Mais qui doit contrôler? Le contrôle se fait comment dans un État démocratique? Est-ce que l'Église a la mission de contrôler l'État? Mais l'Église reçoit des pauvres, attendez, des gens qui souffrent. Est-ce que l'Église a la mission de contrôler l'État? L'Église a la mission d'interpeller l'État. Ah, c'est différent, contrôler et interpeller. Ne peut contrôler les institutions de l'État que les institutions de l'État. Le ministre ne peut être contrôlé que par le Parlement. Mais moi, comme citoyen, je peux interpeller le ministre. C'est pas ce qu'ils font. Non, mais il ne peut pas contrôler. Il ne peut pas contrôler. L'Église ne peut pas contrôler. L'Église peut interpeller. Le contrôle ne peut être fait que par les institutions de l'État. Il y a une nuance.
Mais lorsque vous commencez à contrôler, vous avez tiré ce pouvoir d'où? Il contrôle comment? Elle interpelle dans l'église. Le confrère a parlé du contrôle. Ah, les termes que Walter a utilisés. Voilà pourquoi je dis, dans le cas d'espèce, que l'église soit humble. Autant que vous critiquez les autres parce qu'ils ont l'argent de l'État, ils ne font rien. Autant que les autres aussi, dans le cas d'espèce, peuvent aussi se poser la question, vous aussi vous aviez eu l'argent de l'État, qu'est-ce que vous en aviez fait? Mais c'est logique. On ne peut pas maintenant refuser cette interpellation. S'il faut contrôler aussi, s'il faut accepter le concept de contrôler, eux aussi ne peuvent pas refuser qu'on les contrôle. Mais sinon, je vais vous parler de l'interpellation. Vous avez reçu l'argent, oui, c'est une bonne chose. Vous avez l'expertise, comme le confrère a dit, dans le développement, ainsi de suite, oui, mais qu'est-ce que vous en avez fait? S'il n'y a pas une bonne justification, nous devons aussi nous cautionner, nous devons aussi nous regarder, nous devons nous interpeller. Mais je parle encore de mon diocèse d'école. Avec cet argent-là, pourquoi les prêtres sont toujours en souffrance? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a une œuvre construite? Merci Pascal. Alors nous prenons un autre sujet, hein. Nous entrons dans les discussions. Les discours du chef d'État, il n'a pas encore parlé. Non, pas encore. Il n'a pas encore parlé. Hein. Opération Ndobo, vous avez dit. Opération Ndobo, merci. Walter, 400 Kouloun ont été arrêtés, interpellés samedi. On les a présentés devant la presse, devant la population, par le VPM de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération qui vient après tant d'autres? Il y a eu le Zéro Koulouna, d'autres opérations. Est-ce que cette fois-ci, elle est efficace? Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Non, le tort de nos autorités, c'est qu'ils soignent la fièvre au lieu de s'en prendre à la malaria. Comme disait en son temps Joseph Olengankoi, il faut plutôt attaquer le microbe et pas soigner la fièvre. Pourquoi? Le phénomène Koulouna n'est qu'une conséquence, entre autres, de l'abandon ou la démission des parents, la pauvreté, l'instruction ou l'éducation et l'encadrement des jeunes au niveau étatique. Prenons le cas de la ville-province de Kinshasa. Dans chaque commune, il y avait presque un minimum d'un terrain de football et plusieurs aires de jeux pour les jeunes. Aujourd'hui, vous circulez dans toutes les communes, tout a été vendu. Et qui les vendent? Ce sont les dépositaires du pouvoir public, qu'on ne sanctionne presque pas. Qu'est-ce qui arrive? Les jeunes n'ont où jouer, où se détendre, il n'y a pas de lieu d'encadrement des jeunes. La conséquence, c'est le Koulouna pour ceux qui n'ont pas des nerfs solides pour résister à tomber dans ce piège ou ce cycle infernal. Deuxième élément, la pauvreté. Nous sommes, comme la Banque mondiale présentait les chiffres de 2012 ou 2013, qu'on vit avec moins d'$1 le jour en République démocratique du Congo ou à Kinshasa. En conséquence, quand un enfant est majeur, il lui est difficile de prendre du thé ou du pain à la maison parce que les parents ne s'occupent que de plus petits. Il est allé à l'université, il n'a pas le boulot, ou il a arrêté les études parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, il n'y a pas, on ne sait pas voir l'horizon. S'agissant du processus de l'évolution normale, de la vie normale d'une personne, tu es né, tu as commencé par le niveau élémentaire jusqu'au niveau secondaire, sans penser à l'université. L'État doit réactiver tous les mécanismes qui accompagnent la prise en charge des jeunes après leurs études. C'est ce qui manque. Les parents, je ne parlerai pas du salaire des fonctionnaires, combien ils touchent aujourd'hui les enseignants. Vous avez 3-4 enfants et c'est très compliqué. C'est une question qui doit se résoudre de façon transversale. Si on n'embraye que sur le volet sécuritaire, on ne trouvera, j'ai dit bien, jamais la solution. On a commencé par l'opération coup de poing sous Jean Kimbunda. Où en est-on? Quels sont, si on peut évaluer? On est passé avec le général Kanyama et André Kimbuta avec l'opération, c'était quoi encore l'opération? Likofi. Après Kanyama, d'ailleurs avant Kanyama, il y avait le général ou le commissaire à l'époque Oleko qui avait aussi lancé une opération. Après Kanyama, c'est Kassongo, le général ou le commissaire divisionnaire Kassongo qui avait aussi lancé une opération.
On a mené des vagues et des vagues des jeunes délinquants, communément appelés Kuluna Akanyamaka CC. Quel est le résultat? Donc, on ne doit pas s'en tenir qu'au volet sécuritaire pour résoudre ce problème du banditisme urbain dans la capitale. La question doit se résoudre de façon transversale, comme je le disais tantôt, et pas seulement embrayer sur le volet sécuritaire. Et même si on exécutait les peines... J'allais dire ça, c'est différent cette fois-ci. Et même si on exécutait, rassurez-vous que ça ne cessera pas. Un exemple, il y a 2 semaines passées, on a prononcé des peines de mort en Djili. Vendredi, le bourgmestre se plaignait que le Koulouna a encore fait résurgence. Que des gens, ou ceux qui sont restés, n'ont pas eu peur du prononcé de la peine de mort contre les gens qui étaient déjà en prison. Et même, j'ai dit bien, et même si l'on exécutait, si on ne résout pas ce problème de manière transversale, ça sera un cycle infernal. On va arrêter, finalement il n'y aura plus de place en prison et on va se fatiguer. Parce qu'auparavant c'était Kanyamaka CC. Ça n'a pas dissuadé. D'où la nécessité à ce que l'État prenne en charge cette question pour que la solution soit globale et systémique. J'étais collaborateur du ministre sortant de la jeunesse. On en a parlé. On a étudié de fond en comble. Les pistes de solutions sont là. Parce qu'auparavant on disait, non, le ministre de la jeunesse ne donne pas du boulot aux jeunes. Mais ce n'est pas le travail d'un ministre de la jeunesse. Il va vous donner du travail comment? Lui conçoit la politique nationale de la jeunesse qui est là, mais c'est au gouvernement de l'appliquer. Dans cette politique, il y a 6 axes prioritaires qui méritent d'être pris en charge aussi bien en termes de formation, encadrement, accompagnement vers l'emploi, accompagnement vers l'autocréation d'emplois. Tout est là. Malheureusement, on ne les applique pas. La politique nationale du gouvernement conçue ou exécutée, réalisée sous le ministre Yves Bonkoulou, est là en train de pourrir dans les tiroirs aussi bien de la primature que du président de la République. Merci Walter. Alors au-delà de tout ce que Walter a dit, qui est du reste vrai, mais parce que vous ne voyez pas que le niveau dont ce phénomène a atteint, oui, il faut penser à l'encadrement de jeunes, mais d'abord il faut penser à dissuader, il faut vraiment attaquer à ces niveaux-là et puis on va revenir en arrière après. Walter a dit vraiment de bonnes choses, très belle analyse. Mais notre société n'est pas correctement encadrée. La non-application correctement des lois pose des problèmes. Ici, je vais aborder d'abord le volet éducatif, le volet sécuritaire et l'encadrement. Dans l'encadrement, je prends un autre volet, la musique. Sinon, je vais ajouter aujourd'hui aussi les réseaux sociaux. Tout est parti de la musique à son temps. Vous allez vous en souvenir, où être Chégué était un honneur. Et on les chantait. Selon qu'on soit au rond-point, aux différents ronds-points de la ville de Kinshasa. On les ascensait comme ça et bon. Même ceux qui étaient dans des familles bien éduquées, ces enfants, quittaient leur foyer, leur famille, se retrouvaient dans ces endroits-là. On pouvait arrêter un enfant, on l'interpelle, on pose la question, mais pourquoi tu es ici? Et quand on vérifie la famille, c'est une bonne famille, mais l'enfant est là-bas. Pourquoi? Parce que la musique a fait rêver les enfants. Et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Prenez nos réseaux sociaux, s'il vous plaît. Regardez ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Et vous allez vous dire, est-ce qu'ici, il y a un État? On peut t'injurier tel que tu es là, mais la personne est libre. Des insanités comme tu n'as pas l'idée. Et là, nous devons nous poser la question, nous construisons quelle société? Un enfant qui a un téléphone, il tombe dans de telles vidéos où les gens s'injurient, il aura quel comportement? Il adopte ce comportement-là, il pense que c'est bien parce que les adultes le font. Le manque d'encadrement, ça pose un sérieux problème. N'y a-t-il pas moyen à travers, surtout les musiciens? Malheureusement, deviennent musiciens chez nous, généralement des gens qui ont raté aussi l'éducation. Quelqu'un qui a raté l'éducation, dans ses chansons, il est difficile maintenant d'être modéré.
il pense que c'est bien ce qu'il dit alors que c'est mauvais. Il ne sait même pas employer les métaphores ainsi de suite. Il dit des choses crues. Pourquoi? Parce que lui... Ailleurs, c'est pas comme ça. Non, j'ai fait mes analyses. D'autres Lui-même, ouais. pourquoi nous devons copier le mal des autres? Lui-même ne sait pas comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas bon, il ne construit pas la société. Deuxième volet de problème, l'éducation. Walter a parlé de paiement, de la prise en charge des parents. Mais effectivement, parce que vous savez, nous avons, comme je l'ai toujours dit, 4 milieux éducatifs. Mais le milieu éducatif est le très important, c'est la famille, la cellule de base. Quand un parent ne sait pas prendre en charge ses enfants, les enfants vont vouloir se prendre en charge eux-mêmes. Mais de quelle manière cette fois-là? Ils vont pratiquement sortir dans la rue et faire n'importe quoi. Et l'enfant, et le parent va perdre son autorité. Quand l'enfant va rentrer, le parent n'aura pas le pouvoir de s'imposer sur l'enfant parce qu'il aura une opposition de la part de l'enfant. Mais toi, tu es mon père, tu es ma mère, qu'est-ce que tu fais pour moi? Laisse-moi ou laissez-moi me débattre, me forcer la vie de la manière que je le fais. Et ils le font, et ils sont libres. Alors maintenant, imaginez, lorsqu'une maison, une famille, une cellule de base, 2 familles, ainsi de suite, sur une même avenue, ça influe sur l'environnement. Tous les autres enfants, lorsqu'ils iront dans cet environnement, mais ils auront un comportement pratiquement détruit. Et cela, vous allez trouver et dans l'école et dans l'église. Parce que j'ai déjà parlé des réseaux sociaux, parce que j'ai compris les réseaux sociaux toujours comme 5e milieu éducatif. Et c'est parti comme ça. Dans la sécurité, j'ai vu et je vois de temps en temps les policiers, leur souci c'est à côté. Même le policier qui quitte, il vient, il prend, on appelle quoi? Les ododos, c'est qu'on appelle, c'est quoi généralement? Il prend ça ensemble avec les identifiés Koulouna du quartier. Mais ils partagent leur vin avec eux. Ils mangent ensemble, ils boivent ensemble. Vous pensez que ce policier sera interpellé un tel jeune? Avant-hier, un jeune, il était en prison, il est sorti, non loin de chez moi, en train de menacer les policiers, mais les policiers assis, incapables, impuissants. Il dit, tout policier qui va oser se tenir debout de là jusqu'à chez moi, je vais le faire blesser devant tout le monde. Et les policiers ont eu peur, et ils sont là, et le petit a commencé à faire ses grimaces, ainsi de suite. Et puis, ils l'ont regardé jusqu'à ce qu'il... Alors Pascal, là, vous décrivez les niveaux qu'atteint ce phénomène, hein, c'est vraiment à l'extrême. Hein. Alors, la solution à court terme, parce que revenir sur l'éducation... L'arrestation, c'est une solution. À court terme, mais c'est pas ça. Non, l'arrestation, c'est aussi une solution. Ouais. Parce que quand vous enlevez le mauvais fruit, vous pouvez laisser les bons qui peuvent aussi évoluer normalement. Ouais. C'est aussi une bonne chose. Mais le ministre de la Justice a mal fait la fois passée, où il a libéré, sans tenir compte de ces petits paramètres-là. Il a cru qu'ils étaient des bons enfants qui étaient arrêtés. Il a libéré tout le monde. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont allés reprendre maintenant les comportements. Dans nos prisons, il n'y a pas le volet psychologique pour redresser les gens. On dit le centre pénitentiaire de rééducation. On ne rééduque pas les gens là-bas. Il faut des psychiatres, des gens capables de pouvoir redresser certaines personnes. Mais malheureusement, ce volet de l'encadrement dans des prisons n'est pas fait. Et lorsqu'on vous arrête, on vous laisse au contraire. Là, ils adoptent encore des mauvais comportements parce qu'ils vont trouver encore des brigands qui ont l'expérience. On les arrête, ils sortent, on les arrête. Alors, quand quelqu'un vient, mais il va adopter ce comportement-là. Il n'y a pas une méthode de rééducation. Chez nous, ça n'existe pas. On doit bien réfléchir. Au-delà de tout, vous les arrêtez, oui. Mais qu'est-ce que vous faites d'eux lorsqu'ils sont en prison? Ils vont les tuer cette fois-ci. Il a dit qu'il demande déjà pardon à Dieu. La peine de mort ne s'applique pas de cette façon. La peine de mort, il faut apprécier. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite la peine de mort? C'est proportionnel, non? Il a tué. S'il a tué, c'est normal. Si on les prend en flagrance, en train de faire quoi? En train avec une machette, en train de... Comme ils ont l'habitude, c'est en pleine action. Voilà. Ça n'est pas proportionnel. Ça ne mérite pas la peine de mort. Vous soutenez ces Koulouna? Non, je ne suis... Non. Ne donne pas l'impression comme ça l'opinion. À 0 heure là. Vous savez, quelqu'un comme moi, Pascal, n'est-ce pas? Vous m'arrêtez, vous dites, Pascal, tu es condamné à 20 ans. Mais c'est la fin de ma vie.
Il ne suffit pas de me condamner à mort. Et c'est aussi une condamnation à mort. Si on était sérieux, quand on vous arrête, on dit, bon voilà, ta peine, c'est de 20 ans, tu ne vas pas sortir et qui ne sortira pas. Mais c'est plus fort que condamner quelqu'un à mort directement. Mais chez nous, c'est quoi? Vous les condamnez à 20 ans, il entre 2 jours après, il sort, parce que vous aimez la corruption. Ses parents, ses oncles, ses tantes vont venir avec l'argent. Vous, magistrats, vous allez prendre l'argent. Vous allez tout faire pour qu'il sorte. On dit qu'on ne les charge pas. Il n'y a pas quelqu'un qui vient charger. Il faut taquer à ce moment. Non, madame. Et même si on chargeait, moi j'ai vu des gens qui ont été chargés et qu'on a condamnés, mais qui se sont retrouvés dans la nature quelques temps après. Je connais même un violeur, un pasteur, qui a violé, engrossé une mineure, mais qui est sorti de la prison 3 mois après, et il a fui à Brazzaville. Les services d'intelligence l'ont appréhendé à Brazzaville, l'ont ramené en prison à Makala. Aujourd'hui, presque 8 mois après, le pasteur se retrouve en Angola. Ah bon? Mais ils ont donné l'argent aux gens qui ont la facilité ou le pouvoir d'accorder des libertés conditionnelles. Et même ceux qui sont en prison, il y a aussi un problème. Comment les nourrir? J'ai toujours dit que l'État ne doit pas continuer à dépenser autant d'argent pour nourrir les prisons. Pourquoi? Parce que dans notre code pénal, on dit quand quelqu'un est condamné à 20 ans de travaux forcés, mais ces gens-là qui passent des journées entières à trimballer à travers la prison, mais mettez-les à curer les caniveaux que de donner l'argent à une entreprise indienne ou chinoise pour curer les caniveaux. Ça servirait de faire des économies et cet argent-là servirait à nourrir. C'est ce qui se fait ailleurs sous d'autres cieux. Les prisonniers travaillent et l'argent qu'on devrait débourser pour payer la main-d'œuvre est orienté pour prendre en charge les prisonniers. J'insiste sur la nécessité d'utiliser la main-d'œuvre des prisonniers pour curer par exemple nos caniveaux. Parce que si on sort un exemple, 500 détenus, on met 1000 policiers pour veiller sur 500 détenus qui vont curer les caniveaux. 2 policiers pour un détenu. Il ne va pas échapper. Policier armé, bien sûr. Tu oses, on te neutralise. Mais personne ne va échapper. Donc, il y a plusieurs solutions. Nos gouvernants doivent réfléchir et appliquer des choses très faciles qu'ils voient partout ailleurs. Merci Walter. Alors parlons. Le premier responsable, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui a failli depuis toujours. Alors, et ça continue. Merci Pascal. Merci. Alors parlons de ce front contre la révision de la Constitution. C'est Walter qui a la parole. Fayou, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est... Vous voyez, depuis 2014, non, je dirais même depuis 2012, nos oppositions meurent de leur propre poison. Rappelez-vous, au sortir des élections de 2011, on crée un front contre les élections volées, d'Étienne Tshisekedi volées. À l'époque, c'était les forces acquises au changement FAC qui avaient le vent en poupe. Le MLC n'a pas voulu faire partie de ces regroupements-là, mosaïques, qu'il trouvait que c'était des fioti-fioti. Le MLC vu son poids, avec l'UNC vu son poids, et l'UDPS avait refusé de faire partie des FAC. Ils ont avancé et puis à un certain moment, ils constatent que Kabila était encore fort. Le MLC, l'UNC acceptent de créer avec tous les autres là la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. Mais quand Kabila commence à frapper, il prend une partie de l'autre. D'ailleurs, il a commencé en 2013 avec les concertations nationales. En 2016, il prend l'UNC, il arrache l'UNC, les Boussa, les Makila, les Olenganko et les Chibala avec le dialogue de la cité des Luya. C'est un problème d'ego dans le chef de nos oppositions, depuis la genèse. Quand une opportunité se présente, ils veulent être ensemble pour combattre, mais chacun avec son ego, quand ils seront devant la porte d'entrée, ça sera la dispersion. Chacun voudra entrer le premier. Ils ne sont pas infiltrés, on les dédouble. Non, c'est pas question d'infiltration. J'ai parlé de l'auto-poison, de l'auto-empoisonnement de l'opposition. Moïse Katumbi était avec Félix Tshisekedi il n'y a pas longtemps.
alors que Fayoulou condamnait Katumbi et Bemba d'avoir rejoint Félix et abandonné la lutte pour la vérité des urnes. Rappelez-vous, nous sommes 2019. La politique est dynamique. Au-delà du dynamisme, j'ai toujours un principe après avoir lu et relu Machiavel. Vous pouvez rester constant dans vos objectifs, mais être flexible dans la manière d'atteindre cet objectif. Comment? Vous avancez, c'est comme une rivière. Il y a un proverbe chez moi qui dit « La rivière ne perd jamais son objectif ». C'est pourquoi vous voyez la rivière avancer en forme de méandres. Elle rencontre une montagne, elle contourne. C'est comme ça que l'opposition doit avancer. Il n'est pas question, quand on dit non, il a fait ceci, non, il n'est pas constant, non. Vous pouvez rester constant, mais flexible selon les objectifs à atteindre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chez nous ici, c'est soit moi ou rien. Excepté quand vous êtes au pouvoir comme Félix Tshisekedi aujourd'hui, personne de ceux qui sont à l'Union sacrée ne peut lui contester. Ne peut le contester plutôt. Mais à l'opposition, attendons voir. Aujourd'hui, ils sont là, ils veulent se regrouper. Arrivons en 2028, voyons quelle sera cette opposition. Éclatement. Ça sera l'éclatement. Mais Genval, là aussi, c'est non, ils ont dit, ils réfléchissent, ouais. Ils continuent, ils n'ont pas encore créé une plateforme ou un regroupement ou une synergie, mais ils réfléchissent sur qu'est-ce qu'il faut faire pour contraindre Félix Tshisekedi à ne pas réviser ou changer la Constitution. Mais en tout et pour tout, les objectifs, qu'ils ne les perdent pas, et aussi l'ego qui anime les acteurs politiques. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Fayoulou voulait un dialogue. Ensemble étaient tout le temps en train de le contredire. Ils se rentraient dedans. Tous étaient de l'opposition. Est-ce que tout cela a été aplani? Je suppose qu'ils vont aplanir. Je suppose que ça ne sera pas cette opposition théâtrale à laquelle nous sommes habitués depuis le temps de Mobutu. Avant Fayoulou était avec Mozito aussi, ils avaient créé un front après. Là. Non, ils sont restés quand les Matungulu, les Mboussa, les Bemba, les Katumbi ont rejoint Félix Tshisekedi. Lui est resté avec Mozito. Après un moment, Mozito, on l'accuse d'avoir rejoint Félix parce que depuis un temps, depuis même avant les élections, Nouvel Élan s'alignait systématiquement aux positions du gouvernement ou de l'Union sacrée. C'est comme la dynamique, la DIPRO de Constant Moutamba était à l'opposition, mais s'alignait systématiquement aux positions du gouvernement. Alors ça devrait faire réfléchir, ou ça doit faire réfléchir. On a besoin des gens, des convictions, des gens qui, quand ils fixent les caps, ils se donnent les moyens pour avancer. Sinon, la population se lasse et la population se désintéresse même des élections. Le taux des gens qui ont participé aux élections, qui sont allés voter en 2006, n'était pas celui de 2011, n'était pas celui de 2018. Ce n'est pas non plus celui de 2023. Merci Walter. Il faudra doit aussi exister. L'opposition doit exister, mais elle doit avoir une position crédible. Moi, j'ai dit toujours aux uns et aux autres, attaquez-vous aux axes prioritaires de gouvernance ou aux 6 engagements du président de la République quand il inaugurait, quand il prenait fonction au stade des Martyrs. Attaquez-vous à ça, il y a beaucoup à redire. S'agissant de la révision constitutionnelle ou changement, on est sous état de siège. C'est impossible. Merci Walter. Pour finir, en une minute, on a imposé l'état de siège parce que pour raison de guerre et rétablir la sécurité. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi va lever l'état de siège rien que pour réviser la Constitution. C'est une question que je me pose. Merci Walter Koui. Alors Pascal Ouondje, Genval, hein, c'est là où ils ont dit pas Sinayo, pas Sinanga. C'est vraiment un lieu historique. Hein. Et bien voilà, Fayoulou, Katumbi, c'est coalisent encore. Ça doit faire peur au pouvoir. Hein. Bon, moi, je ne peux pas les critiquer. Je ne peux pas les en vouloir. Et lorsqu'ils pensent que c'est de cette façon qu'ils peuvent mener leur combat, c'est libre à eux. Au contraire, je ne peux que les encourager. Parce que c'est cela, vous fait respirer la démocratie. Mais simplement, la raison ne semble pas être claire.
Alors maintenant, créer une coalition pour s'opposer à la révision de la Constitution, je pense qu'à ce moment-là, vous êtes en violation de la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même, son article 218 que nous citons pratiquement chaque jour ici, veut que si l'initiative provient du chef de l'État, de l'une des chambres du Parlement, du gouvernement après Conseil de ministres, 100 000 signatures de la population pour une pétition, le problème ne se poserait pas. À partir du moment où maintenant l'initiative part du chef de l'État, vous ne pouvez pas vous réunir, dire que nous allons tout faire pour nous opposer. Il voit une idée cachée, c'est non, derrière cette... Ces intentions, vous allez décliner, vous allez définir les intentions de quelqu'un comment. Vous ne pouvez pas, au moins que vous soyez le plus spirituel possible, vous ne pouvez pas, voyez-vous. Et encore que, il s'est limité à dire, il va constituer une commission interdisciplinaire des intelligences du pays qui vont réfléchir sur la question. C'est de leur réflexion que nous aurons ou nous saurons la voie à suivre. Alors maintenant, vous vous opposez à la révision comment? Si c'est au changement de la Constitution, cet argument peut sembler passer. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit au début, libre à eux de pouvoir apprécier. Et nous allons voir comment ça va se passer. Et le chef parle du changement. Oui, le chef parle du changement. Oui, mais j'aurais voulu qu'eux aussi s'arrêtent à dire changement et non révision. Parce que lorsqu'ils incluent la révision, ils n'ont pas raison. Là, ils sont en contradiction de la Constitution. Nouvel élan de Adolphe Muzito. Depuis qu'il a quitté Muzito, depuis qu'il a quitté le Palou, il n'a jamais été populiste. Muzito a toujours été rationnel avec les différentes tribunes. Il ne s'est jamais associé avec les autres partis politiques pour les impressions que beaucoup de partis politiques font souvent. Il n'est pas là-bas, lui est souvent dans la réflexion. Les différentes tribunes, ainsi de suite. Même la question du changement ici. Fumutoto et moi, nous étions avec Muzito. Dans l'une de ces tribunes, nous avons discuté avec lui. Il prenait à son temps. Avant même on pense que Tshisekedi sera président de la République, il parlait du changement de la Constitution. Donc ça n'a rien à voir avec ces histoires-là. Alors cette question au niveau de l'Église sacrée aussi, ça divise, hein, parce que là on voit Daphné Bahati qui se réserve un peu, qui dit qu'il attend la mise en place de la commission, c'est-à-dire qu'il y a des doutes. Je vais arriver. Donc tout ce qu'il faut à Genval, ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà connu ça. Mais la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est que ils ont celui qui est au pouvoir avoir été hier dans cette stratégie de l'opposition pendant longtemps. Que ce soit Fayoulou, que ce soit Moïse Katumbi, sont allés apprendre ces stratégies à l'UDPS. Voyez-vous? Moïse était avec Joseph Kabila. Lorsqu'il quitte Joseph Kabila, pour être confirmé comme opposant, il fallait qu'il soit aux côtés de l'UDPS. Et il a appris ces stratégies. Donc, tout ce qu'ils font, ils ont le malheur d'avoir quelqu'un qui comprend et connaît toutes les stratégies possibles. Joseph Kabila n'était pas dans l'opposition avant. Et beaucoup de stratégies les sautaient. Mais avec celui-ci, il comprend tout. Et parfois, c'est difficile. Alors, maintenant, ça c'est côté opposition, côté union sacrée. Je crois qu'ils sont à 6. Je vois l'UDPS déjà s'est prononcé pour le changement. Le MLC se prononce pour le changement. Sam Alokonde avec son équipe se prononce pour le changement. Le citoyen Mbosso pour le changement. Il reste Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Bahati Lukwebo a fait un refus poli. Attends la commission. Un refus poli. Oui, sur le plan scientifique, la démarche est acceptée. Mais sur le plan politique, ça ne passe pas. À partir du moment où la voix a déjà été donnée par le chef de l'État, votre chef hiérarchique sur le plan politique, si vous ne vous adaptez pas à sa vision, c'est que vous êtes à l'écart. Mais je sens que c'est une manière de refuser et il conditionne par les résolutions de la commission. Scientifiquement, ça passe, mais politiquement, ça ne passe pas. Donc, on attend maintenant Kamerhe aussi, qui ne se prononce pas. Tout le monde dit que Kamerhe n'est pas d'accord. Beaucoup le disent. Mais j'aurais voulu que Kamerhe aussi se prononce pour fixer l'opinion, si lui aussi est d'accord avec le changement ou la révision de la Constitution, ou il est dans la même démarche que Bahati Lukwebo, où on refuse poliment, mais pour ne pas frustrer le chef de l'État, parce qu'on est dans la même famille, on dit, nous acceptons la démarche de la création d'une commission pour apprécier
Donc ce qu'il nous allons faudrait faire faire. partie. Oui, Non, c'est parce s'il qu'il y aura garde encore de parce que l'argent. s'il disait clairement les choses, il perdrait son fauteuil parce qu'il est le deuxième président du Sénat. Oui. Le deuxième vice-président du Sénat. S'il disait le contraire, il perdrait maintenant son fauteuil. Alors maintenant, il développe un discours un peu ambigu. Bon, nous attendons la commission. Bon, nous sommes d'accord avec la création de la commission. C'est trop ambigu. Mais sur le plan politique, c'est pas une bonne chose. Pardon? Cette commission-là, parce que des gens veulent en faire partir. Bon, jusqu'ici, je ne sais pas comment ce sera composé. Le budget proviendra d'où, tout ça. Je ne connais rien. On ne peut pas parler d'argent maintenant. Merci Pascal. Walter, nous avons fini. Oui, s'agissant de la révision constitutionnelle, tout le monde sait, comme tout texte, c'est pas statique, ça ne doit pas rester inchangé autant d'années partout ailleurs. Il y a possibilité, mais c'est question d'opportunité, c'est qu'il faut faire. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il y a possibilité, notre constitution peut être amendée à tout moment. Mais les uns et les autres parlent des opportunités, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, par rapport à la tentation d'un troisième mandat, comme on les lui reproche, je dirais plutôt, je vous disais ici, qu'on peut le faire en 2028, organiser des élections générales et un référendum. Dans l'un des bulletins, on dit, vous votez oui ou non pour la nouvelle constitution. En 2028. Ah oui. Ça sera, c'est parce que nous sommes au deuxième et dernier mandat de Félix, c'est-à-dire qu'il ne va plus repostuler, même si c'est une nouvelle constitution qui arrivait. Voilà, c'est une solution un peu plus facile que de dépenser maintenant pour, je ne sais pas, même si on allait au niveau du Parlement. Rappelez-vous l'histoire des palissades. On va dépenser parce que mon aîné Pascal sait que nos députés sont friands, ils aiment le fric. Ça ne sera pas gratuit. Même ceux qui disent oui, nous soutenons. Quand viendra le moment, ils vont exiger de se faire graisser la patte. Qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se voile pas les yeux. Une petite précision. Oui. Parce que mon frère a évoqué l'article 219, c'est important. L'article 219 parle de la révision. Quant au changement de la Constitution, ça n'a rien à voir avec l'article 219. Ça veut dire l'état de siège ou l'état de guerre. L'état de siège, ça a été décrété par le chef de l'État. Ça peut s'arrêter n'importe quand. Vous avez vu, la Première ministre est partie apprécier l'évolution. Donc la question a connu l'évolution. Et l'état de guerre, nous ne sommes pas un état de guerre. Parce que là, beaucoup de gens font la confusion. Nous sommes un état en guerre, oui. Mais nous n'avons pas fait une déclaration d'état de guerre. Une nuance importante. Et s'il faut passer par la révision, par exemple, s'il faut se référer à cette disposition, le problème ne se posera pas. Parce qu'on pourra apprécier rapidement l'état de siège et puis on trouve une solution. De l'autre côté, comme on n'a jamais décrété l'état de guerre, le problème ne va pas se poser. Merci Pascal, merci Walter, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs des kiosques, merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montieri.